Depuis la publication de ce rapport, j'ai reçu un nombre incroyable de mails, de messages, des confessions de soldats, d'anciens appelés d'Algérie qui m'ont dit voilà, j'ai 86 ans aujourd'hui, j'ai exécuté des gens en Algérie, ce qu'on appelait les corvées de bois. Des espèces d'aveux incroyables, quoi. Bon, alors il y a aussi des Algériens qui recherchent toujours les disparus. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale avec un invité spécial, Benjamin Stora. Merci d'être là. Bonjour. Avec Samia Messaoudi qui m'accompagne, que vous avez écouté ce matin d'ailleurs dans Voix au chapitre. Benjamin, aujourd'hui, toute la journée sur Beurre FM. C'est bien ? Oui, pourquoi pas. Bon, Benjamin Stora, auteur d'un rapport et puis d'un livre qui vient de sortir chez Albin Michel, Les Passions douloureuses, qui reprend donc le rapport. On revient sur un petit peu ce qui fait actualité. On a eu les archives qui ont été libérées sur Maurice Audin, maintenant Boumengel et Ali Boumengel, et puis les archives, Emmanuel Macron vient de dire qu'elles seront libres de 1920 à 1970, qu'on pourra les consulter. Déjà, deux, trois petites questions. Sur Maurice Audin, est-ce que vous avez des informations ? Est-ce qu'on sait où est son corps ? Est-ce qu'on sait comment il a été tué ? Est-ce qu'on a des choses qui viennent d'apparaître à la lumière de tout ce que vous avez fait, du rapport, etc. Bonjour d'abord, bien sûr. Merci Nasser pour cette invitation. Je dirais que, et Samia aussi qui m'a invité ce matin, bien entendu, et je dirais que sur l'affaire Audin, dans le fond, presque par provocation, je dirais que beaucoup de choses avaient déjà été dites par Pierre Vidal-Naquet il y a 70 ans. C'est lorsque, vous savez, l'affaire a éclaté en décembre 57, 58, 59. Pierre Vidal-Naquet avait créé, avec Laurent Schwartz et Madeleine Rebériou, le comité Maurice Audin, qui a mené bataille pendant des années. Et déjà, à cette époque, Pierre Vidal-Naquet donnait des noms propres. Par exemple, il parlait... Alors, je sais que ça peut valoir des procès, donc il faut faire attention dans les noms propres qu'on prononce. Mais il citait le nom de quelqu'un qui s'appelait Charbonnier, par exemple. Il citait le fait qu'il avait été abattu... tout ça c'était écrit il y a 60 ans, c'était écrit il y a 70 ans. Par contre, il ne savait pas où était enterré le corps. C'est-à-dire et c'était une des grandes revendications d'ailleurs du comité Audin. Alors le comité Audin, bien sûr, vous le savez, avait toujours combattu pour que la France, l'État français, reconnaisse qu'il s'était pas suicidé, mais qu'il avait été assassiné. Donc c'était quand même... une grande revendication des intellectuels français, mais on ne sait toujours pas où est enterré à ma connaissance, on ne sait toujours pas où était enterré Maurice. Alors vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Parce que rappelez-vous le discours de François Hollande en 2016 qui appelait à une grande collecte des archives privées. Oui. Et pourquoi il y a une incidence, c'est que finalement, à la lumière du rapport que vous faites aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on peut très bien trouver dans des familles de militaires, etc. Donc c'est un appel d'air, votre rapport. Peut-être que dans 1 an, dans 6 mois, dans 10 ans, dans un tiroir, dans une commode, un ancien appelé dira « Oui, j'étais là, et il s'est passé ceci, cela. » Donc, voilà, la question, c'était sur ces archives privées. Qu'est-ce que votre sentiment ? Vous avez parfaitement raison de signaler, de soulever le problème des archives privées, dont on parle très peu. Or, il faut savoir que, à la suite de ce rapport, va être, j'espère, constituée une commission chargée d'établir les vérités historiques et qui travaille sur la mémoire. Or, précisément, parmi Mémoire et vérité, c'est une des préconisations que j'avance. Or, précisément, la tâche de cette commission, ce sera de recueillir les témoignages et de faire un appel officiel au fait de donner les archives personnelles, familiales, écrites ou pas, et de recueillir des témoignages d'acteurs. Je vous dis ça parce que depuis la publication de ce rapport, maintenant qui date depuis 3 mois, j'ai reçu un nombre incroyable de mails, de messages par Facebook. Vous savez, maintenant, on peut avoir directement accès aux personnes par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'insultes, d'injures, de haine, de trucs, etc. Bien sûr, on le sait tous, mais c'est aussi un formidable vecteur de gens qui n'ont pas la possibilité d'un accès direct aux personnes qui écrivent et travaillent, et c'est le cas. Et c'est le cas, j'ai reçu comme ça des confessions de soldats, d'anciens appelés d'Algérie, et qui m'ont dit, voilà, moi j'ai 86 ans aujourd'hui, j'ai exécuté des gens en Algérie, ce qu'on appelait les corvées de bois.
c'est des gens qui m'envoient des messages comme ça. Je veux dire, moi j'étais vraiment, mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, des espèces d'aveux incroyables, quoi. Bon, alors il y a aussi des Algériens, bien sûr, qui recherchent toujours les disparus, hein, les corps, etc., de leur famille, dont notamment, puisqu'on va en reparler tout de suite, la famille Boumengel, parce que la famille Boumengel, il y avait à la fois l'assassinat de Ali qui a été tué, etc., mais il faut savoir qu'il y a 3 membres de la famille qui ont disparu. Après l'assassinat de Ali Boumengel, ses proches, c'est-à-dire grand-père, c'est-à-dire pas le père de Ali, la famille proche, l'oncle, ont disparu. C'est-à-dire que la famille Amrani en partie, bon, ils cherchent les corps toujours, et à la faveur de la reconnaissance par la France de ce crime, qui est un crime d'État, bon, eh bien, ils disent, mais nous aussi, on veut connaître, on veut savoir où sont les corps de tous ces disparus. Vous voyez, ça soulève des questions comme ça, très lourdes, hein, très pratiques, entre guillemets, que cette commission, j'espère, permettra de régler. Mais pas tous, hein, ce ne sera pas possible, quoi. Je voudrais revenir, Benjamin Stora, si vous le voulez bien, sur ce que vous avez souligné comme ce que vous recevez de richesse d'informations, de gens qui vous envoient, qui par mail ou par les réseaux sociaux, leur histoire, ce passé avec l'Algérie. C'est aussi depuis une dizaine d'années quand même qu'on voit les langues se délier, il y a des production de livres, hein, vous le savez, comme moi, des auteurs, Raphaël Branche ou d'autres qui ont témoigné. C'est un travail d'historien. Ouais, ça, c'est le travail d'historien, mais il y a aussi des petits-enfants qui ont travaillé sur l'histoire de leur rapport avec l'Algérie. C'est important aussi, tous ces témoignages depuis si longtemps qui ressurgissent pour le travail d'historien que vous faites. C'est fondamental. C'est des matériaux nécessaires. Je disais tout à l'heure que malheureusement, on ne trouvera pas dans les archives d'État la vérité sur les crimes commis. Enfin, si, il y aura des éléments, bien sûr. Mais si on attend tout des archives d'État, vous savez, moi, j'aurais pas pu écrire tout ce que j'ai fait si j'avais attendu. Je veux dire, quand les archives s'ouvrent. Alors, le drame, puisqu'on arrive sur les archives, le drame, c'est que les archives s'étaient réouvertes en 2008 et elles ont été refermées en 2011 par une circulaire particulière, etc. Et c'est cela qu'on essaie de déverrouiller à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une circulaire qui était sortie à partir de 2011 où, pour avoir accès, disons, à certains documents, c'était très difficile parce qu'ils étaient catalogués, entre guillemets, secret défense, avec un tampon pour chacune des feuilles. Donc imaginez le temps d'attente pour chacune des feuilles, donc c'est quand même considérable, et l'arbitraire, entre guillemets, et l'abus autour de la notion de secret défense. Parce que, attention, le secret défense, ça existe pas. Les États ont l'habitude de pratiquer ce genre de choses. Mais là, il y a un abus. Pourquoi je dis un abus ? Parce qu'il y a des tas d'archives qui sont aujourd'hui classées secret défense et que les chercheurs avaient déjà consulté. Et je citerai un exemple particulier, c'est celui d'une thèse que j'ai dirigée par Tramor Kemener. Tramor Kemener, il a soutenu une thèse en 2007 sur les insoumis de la guerre d'Algérie, les objecteurs, les déserteurs, qui ont été beaucoup plus nombreux qu'on veut bien le croire, et il avait eu accès à des archives extraordinaires pour soutenir sa thèse, donc des soldats appelés qui avaient fait des lettres avec des rapports, etc., et qui se sont refermés. C'est-à-dire que Jean-Charles Geoffrey, par exemple, a fait un travail extraordinaire de recension des archives militaires, et qui est sorti en 2 gros volumes. Je ne sais pas si vous connaissez ces 2 gros volumes de Jean-Charles Geoffrey, travail extraordinaire, où il reproduit les archives militaires de la guerre d'Algérie. Et ça s'est refermé. C'est-à-dire que tout ce travail de documentation, d'iconographie, disons, a été refermé à nouveau. Alors c'est ça que les historiens ne voulaient pas, notamment en profitant de l'affaire Audin, y compris de mon rapport, bien entendu, puisque c'est une de mes préconisations, de déverrouiller ces archives. C'est une bataille, hein. C'est une bataille qui est très difficile. La bataille des archives, elle est à la fois en France et en Algérie, parce que en 95, il y a eu des archives qui ont été données à Alger, et depuis 95, elles sont toujours au placard, et pas un sociologue, pas un journaliste, pas un historien algérien n'a eu accès à ces archives qui sont depuis 95 à Alger. Donc là, qui sont des archives, elle est vraiment très particulière, Samia. Oui, non, mais Benjamin connaît bien l'histoire aussi des historiens d'Algérie. D'ailleurs, il y a une préconisation auquel vous êtes attaché dans votre rapport, qui est justement de faire qu'il y ait circulation des historiens algériens, historiens français, il y ait cet aller-retour
pour une compréhension justement de la guerre d'Algérie, et puis d'ouvrir des documents et de partager cette histoire commune. Pour compléter la question de Samia, est-ce que vous avez travaillé avec des historiens algériens à l'occasion de ce rapport? Est-ce que vous avez été contacté? Comment ça s'est passé? Non, les historiens algériens, moi je travaille avec eux depuis 40 ans. Hein. J'ai co-dirigé. Sur ce rapport précis? Non, en 3 mois, honnêtement, j'ai privilégié le contact direct avec le mouvement associatif. Donc j'avais pas le temps. Alors c'est un reproche qui m'a été fait, hein, que des historiens, en disant vous auriez dû construire une grande commission de 15 historiens et qui, au bout de 8 ans peut-être, je ne sais pas, aurait sorti un rapport juste sur le plan des faits historiques. Bon, moi j'ai décidé de ne pas faire ça. J'ai décidé d'accélérer un peu le processus, en fonction de mon expérience antérieure, encore une fois, et donc de ne pas aller voir les historiens. Ce qui m'a été reproché, encore une fois, par eux, fortement. Mais d'aller voir les gens de ce qu'on appelle la société civile, et qui appartiennent à toutes les catégories dans la société française. Hein. Et j'ai eu comme ça, et j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, parce que c'était pas mon terrain d'étude et d'observation. Par exemple, les harkis. Moi, je connaissais pas ce monde, cet univers. Je connaissais très mal, c'est vrai. Et j'ai découvert des gens incroyables qui en voulaient beaucoup à la France, toujours, quoi. Je veux dire, comment dirais-je, leur revendication principale n'était pas par rapport à l'Algérie. Moi, j'étais arrivé vers eux en disant « Ah, il faudrait que vous puissiez aller en Algérie librement, etc. » Et ils m'ont dit « Mais c'est pas le problème. L'Algérie, on y va souvent. » Bon, je dis « Ah oui, d'accord, etc. » Ils m'ont dit « Non, le problème, c'est que la France devrait faire un grand discours, encore un, de reconnaissance des ordres qui ont été donnés, en particulier par le gouvernement de l'époque, du général de Gaulle, d'abandon des supplétifs musulmans de l'armée française. Et c'était ça, leur revendication. On a parlé d'Audin, on a parlé des archives, et ce qui a peut-être complètement décrispé entre les choses, c'est que c'est le fait que Emmanuel Macron reçoive la famille d'Ali Boumendjel, ouais. Et là, il y a un tournant dans la vision du rapport. Tout a changé en Algérie, en France, même vos détracteurs l'ont mis en veilleuse. C'est vraiment le tournant. Ah, c'est un grand tournant, parce qu'effectivement, lorsque j'ai fait ce rapport avec ces préconisations, et c'était la première des préconisations, la reconnaissance du crime commis contre Ali Boumendjel, pour des raisons que j'ai déjà expliquées par ailleurs, parce que j'étais ami avec Sami Boumendjel, qui était un ami proche, un ami personnel depuis les années 80. Bon, et je lui avais juré, promis, que si j'avais la possibilité un jour, je le ferais. Il est décédé malheureusement il y a 2 ans. Il était jeune, hein, je m'y attendais pas. Et lorsque le président de la République m'a proposé de faire ça, ça a été ma première préconisation. J'ai pensé à lui, je pensais à Sami. Et c'est vrai que la reconnaissance par Emmanuel Macron de ce crime a bouleversé complètement la perspective qu'on pouvait avoir sur ce rapport, c'est-à-dire qu'il y avait une perspective très idéologique du rapport, c'est-à-dire il manque ceci, il manque cela, c'est pas juste de dire ça par rapport à ça, etc. Et tout d'un coup, avec la reconnaissance d'un crime d'État autour d'un personnage considérable du nationalisme algérien, c'est toute une vérité qui se révèle. Toute une vérité qui se dévoile. Et c'est plus simplement des discussions idéologiques sur faut-il ou non parler plus ou moins de la colonisation. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on reconnaît, l'État français reconnaît ce qui s'est passé, notamment par rapport aux Algériens. Bon, alors on peut discuter sur Audin, était-il algérien, français, etc. Bon, c'est une discussion, n'en plus finir. Mais sur Ali Boumendjel, c'était une figure algérienne, c'est un héros de la révolution algérienne. Conseiller spécial d'Aban Ramdan, qui est le moteur de la révolution algérienne à l'intérieur, initiateur du congrès de la Soumam. De la Soumam, avocat, défenseur des droits de l'homme, revenant du congrès du mouvement de la paix, ami de Frédéric Joliot-Curie, et surtout, bien sûr, ami de Ferhat Abbas. Bon, c'est quand même des personnages algériens. Ludma. C'est des personnages considérables de l'histoire intérieure algérienne. Et là, on change de registre. On change de considération. Parce qu'à travers ça, on va pouvoir discuter de l'Arbi Ben Midi, comment il a été assassiné. On va pouvoir discuter des disparus. On va pouvoir discuter de tout ça. Vous avez maintenant un point d'appui extraordinaire. Et donc c'est vrai, vous avez raison, le point de vue sur le rapport change à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a des possibilités de point d'appui. Il y a des possibilités de passerelles, il y a des possibilités d'outils pratiques. Et c'est ça qui est important sur l'affaire Boumendjel. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'Emmanuel Macron a reçu, en ma présence d'ailleurs, les petits-fils, les petits-enfants de Ali Boumendjel, qui sont âgés entre 32 et 39 ans. Et ça, c'était très émouvant. Parce que c'est
aussi un message qu'il adressait à la génération des jeunes d'aujourd'hui, vivant en France d'ailleurs, et d'origine algérienne, c'est leur cas, hein, parce que l'histoire de la famille Boumengel, malheureusement, après 58-59, ils ont obligé de s'enfuir, menacés de mort par l'OS, parce qu'il y a une suite de l'histoire Boumengel. Il n'y a pas que l'assassinat lui-même, il y a une suite. C'est que ces gens ont été menacés de mort ensuite. Ils ont été obligés de quitter l'Algérie. Et quand ils sont arrivés en France, c'est eux qui me l'ont raconté, ils ont été pris en charge par des gens en France, comme André Philippe, ou Edmond Michelet, ou René Capitan, qui les ont aidés. Hein. Par parenthèse, c'était des gens qui appartenaient tous à la mouvance du gaullisme. Hein, je précise. Hein, c'est... Bon, parce que très souvent, malheureusement, on a des a priori idéologiques dans des appartenances de camp. On dit la gauche, la droite. Eh ben, quelquefois, à droite, avec notamment les gaullistes, il y a eu des gens comme Edmond Michelet qui ont sauvé des condamnés à mort qui avaient été décidés par des gens qui étaient au pouvoir à gauche 2 ans auparavant. Hein, je ferme cette petite parenthèse. Hein, parce que c'est pas seulement des appartenances de camp, il y a aussi des décisions humaines. Je veux dire, qui sont dans cette histoire extraordinairement importante. Je ferme la parenthèse. Donc, le fait de recevoir les petits-enfants, c'est aussi un message qui est par rapport à l'avenir. C'est-à-dire de sauver, d'avancer, d'enrichir des relations par-delà les générations meurtries actuelles. C'est ça qui est important aussi. Alors justement, Samia, c'était une préconisation. Voilà, il y a d'autres préconisations. Justement, sur ces préconisations, c'est des préconisations d'avancée que vous soulignez dans le... on vient de parler d'Ali Boumengel et de la reconnaissance de son assassinat. On a parlé de Odin. Et dans vos préconisations, il y a cette volonté, vous l'avez souligné aussi tout à l'heure, c'est en matière d'éducation et d'histoire. Oui. On ne parle pas de la guerre d'Algérie dans les manuels scolaires en France. Si, on en parle. On parle de la guerre d'Algérie, mais on ne parle pas de la colonisation. Voilà. On ne parle pas de la colonisation. Donc, tout à fait. C'est important de souligner que les nouvelles générations, aujourd'hui, dans la société française, issues ou pas de cette immigration algérienne, ont besoin de connaître la véritable histoire. Et ça, c'est des préconisations qui sont, j'allais presque dire, peut-être faciles à mettre en marche, hein, si je puis dire, à mettre à disposition du ministère de l'Éducation, à mettre dans les manuels scolaires. Il y a vraiment des préconisations qui sont très, très concrètes. C'est ça qui est intéressant de souligner dans vos propositions. Alors, si les énumérer toutes, elles sont nombreuses et elles sont riches, mais peut-être vous soulignez les préconisations qui vous seraient plus intéressantes et urgentes. On a compris que celle de l'histoire l'était avec Boumengel et les archives, mais d'autres citoyennes, si je puis dire. Urgent, je ne sais pas. Ce qui est important dans ce que j'ai essayé de faire dans ce travail, c'est de mettre en branle un processus de longue durée et pas réductible à une échéance électorale d'1 an. Mais c'est un processus. C'est-à-dire qu'on rentre dans un truc où on dit effectivement, étape par étape, parce que bon, j'étais révolutionnaire, je suis un réformiste, étape par étape, on va prendre les problèmes et on va les traiter. Pas à pas. Pas à pas. Et on a effectivement, parmi un des gros problèmes non traités, la question de la question coloniale et la question de la colonisation, qui a été malheureusement non traitée après les indépendances politiques, parce qu'on considérait que c'était une question dépassée, taboue, etc. Or, on s'aperçoit que ce soit le fonctionnement des sociétés actuelles, indépendantes, ou que ce soit l'imaginaire français nationaliste, c'est une question décisive. C'est une question extrêmement importante. Question extrêmement importante sur le devenir des sociétés anciennement colonisées et une société extrêmement importante sur l'état actuel du nationalisme politique français. Et donc, il faut commencer effectivement à l'appréhender. Il faut commencer à discuter. Et on ne peut pas examiner cette histoire par sa fin, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, pour aller vite. Alors je sais, je me suis battu pour ça, pour qu'il y ait la guerre d'Algérie dans les programmes, etc. Mais je me suis aperçu moi-même dans le long développement de mes batailles que dans le fond, on commençait ce travail par la fin. C'est-à-dire 62, l'indépendance, je sais pas quoi, enfin, etc. Tout ce que vous connaissez. Et je me suis dit, dans le fond, c'est la violence de cette guerre, l'engrenage, la tragédie, mais elle est incompréhensible si on ne la rapporte pas aux origines. Si on ne comprend pas ce qui s'est passé au démarrage dans la dépossession, dans les déplacements de population, dans les mobilités sociales, dans les massacres effectués, etc., dans les exactions commises, on ne peut rien comprendre. On ne peut pas comprendre ce qui motive l'état d'esprit des populations, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. On ne peut pas. Donc il faut revenir à la question de la colonisation. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est l'extraordinaire méconnaissance des Français de l'histoire coloniale. Quand je faisais des conférences, même il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, et que je m'amusais à répondre, par exemple, la conquête de la Kabylie ou la conquête de Constantine, je leur disais, vous savez, c'est des histoires qui ont duré des années.
La prise de Constantine a duré 2 ans. Je ne sais pas si vous imaginez le siège. À chaque fois des bagarres où il y avait des dizaines de milliers de soldats, il y avait des milliers et des milliers de morts. C'était des années qui... C'est une vraie guerre. Mais sur la durée. C'est-à-dire ça commençait, par exemple, en 1853, pour ce qui concerne la Kabylie, ça se finissait, et encore quand on dit ça se finissait pas avec vraiment. Avec Soumer et la bataille de Sheridan. Et ça, 1871, avec la grande... Ça fait déjà 20 ans. Vous avez 20 ans de guerre. Et les gens sont complètement ébahis. Je leur dis, vous savez, la conquête de l'Algérie, elle a commencé en 1832 et elle s'est achevée en 1902. Ah bon, 1902, vous êtes sûr? Je dis oui, le Sahara. Les frontières définitives de l'Algérie, c'est le Sahara et ça s'est terminé en 1902. Là, ce qu'on appelait, entre guillemets, la pacification. Donc ça veut dire que ça a duré combien? Faites le calcul. 1832-1902, c'est gigantesque. En fait c'est incroyable. Ça n'a jamais cessé, quoi. Non, ça n'a jamais cessé. Et donc, par conséquent... cette question de l'éducation nationale pose une question. Pour aborder cette question, il faut des enseignants formés. Il faut commencer par là. C'est-à-dire qu'il faut des postes, il faut des enseignants qui soient formés à ça. Or, il y a très peu d'enseignants en France qui ont été formés dans leur cursus scolaire à l'examen et l'étude de ce qu'était véritablement l'histoire de la colonisation. Ils sont pas armés pour ça. Donc, ils sont face à des populations scolaires qui, eux, par contre, ont des récits familiaux, ont des récits intimes, etc., et qui les interpellent sur des questions très simples, pratiques, sur des personnages, ils ne sont pas capables de répondre à ça. Donc la tâche principale, selon moi, c'est la formation des maîtres. Les préconisations dont parlait Samia à l'instant, donc Gisèle Halimi au Panthéon, une stèle de l'émir Abdelkader à Amboise, et puis là on voit les choses arriver, on a vu les archives qui commencent à s'ouvrir, et puis on va rendre hommage à Idir, à Kateb Yassine, etc. On a vu un peu, on va essayer de rendre hommage à toutes ces figures de la culture algérienne. Dans ces préconisations, j'imagine que vous en avez dit quelques-uns, mais que c'est la porte ouverte et que toutes les préconisations sont les bienvenues, parce que le danger aussi, à travers, est-ce que vous ne sentez pas que, à travers des préconisations qui peuvent que celles-ci, conforter un peu une histoire ou un petit peu de l'autre côté, quoi. Parce que, je parle de l'émir Abdelkader, il est tout à fait prestigieux, il y a rien à dire, mais il n'y a pas que l'émir Abdelkader. Il y a Cheikh El Mokrani, il y a Fadman Soumer, il y a tout ça. Donc, est-ce que faire une seule commémoration, voilà, est-ce qu'il n'y aura pas aussi peut-être ce côté, il n'y a pas que ça? Vous savez, il y aura toujours des manques, il y aura toujours des absences. L'essentiel, c'est d'avancer, d'ouvrir des portes, de s'identifier à des personnages emblématiques qui permettront que, dans la jeunesse en particulier, on puisse s'identifier à des personnages, connaître une histoire, la développer. C'est pas l'histoire officielle, quoi, parce qu'en Algérie, malheureusement, il y a une histoire officielle. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un travers de conforter une histoire qui n'est pas tout à fait... Non, mais moi, j'ai jamais prétendu écrire une histoire définitive. Ce que j'ai fait dans ce rapport, encore une fois, c'est un point de départ. S'il y a d'autres préconisations, s'il y a des gens qui veulent, par exemple, chanter la musique judéo-arabe dans le Ma'louf, par exemple, pourquoi pas? Je veux dire, si on veut, disons, développer davantage certaines figures plutôt que d'autres. Tout à l'heure, j'ai parlé, bien sûr, de l'Arbi Ben Mehdi, on peut parler de Aban Ramdan, on peut parler de... Pourquoi pas? Je veux dire, le problème central, c'est pas de dire que ce livre, Les Passions douloureuses, avec les préconisations, est une fin définitive. C'est pas l'étape de la loi. Je veux dire que, moi, ce qui m'a surpris dans la réception du rapport, c'est que les gens pensaient que ce rapport était un instrument définitif, une histoire officielle, et puis qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Mais pas du tout. Justement, vous avez eu des retours de ce rapport, vous le disiez tout à l'heure. Quel serait donc... Quand Nasser Ketan souligne qu'il y aurait d'autres préconisations, d'autres figures, est-ce que vous avez eu justement des retours de gens ici ou d'Algérie qui vous disent qu'effectivement, qui accueillent votre rapport, bien évidemment, et ce livre maintenant, qui est la restitution de ce rapport, est-ce que y a des choses qui sont pertinentes pour vous? C'est pas que vous n'y ayez pas pensé, mais en tout cas, vous aviez celle-là en priorité, et il y en a d'autres qui ne sont pas.
Oui, parce qu'il y a toujours des choses qui apparaissent qu'on a un petit peu passé sous silence. Peut-être que ça viendra alimenter la commission Mémoire et Vérité. Exactement, voilà. C'est-à-dire que la commission va se nourrir précisément des préconisations nouvelles. Alors attention, parce qu'il y a des préconisations nouvelles, mais il y a déjà celles qui figurent là qui sont loin d'être satisfaites. Oui. Je pense en particulier aux essais nucléaires, on n'a pas le temps de s'y attarder. Ça, c'est très lourd, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je parlais des urgences tout à l'heure, selon vous, de ces préconisations. Ça prendra du temps. C'est très important, les essais nucléaires, parce qu'il y en a eu 17 avant et après l'indépendance de l'Algérie. Il y a effectivement la question des disparus, on n'en a pas parlé, mais c'est fondamental. Ce sont des choses qui sont très, très, très lourdes et qu'il faut mettre en mouvement, quoi. Bon. Donc, il y aura des nouvelles préconisations, des personnages qu'il faut honorer, etc., etc. Mais si on peut déjà avancer pas à pas sur un certain nombre de choses comme ce qui a déjà commencé à être fait, bon, pour moi, c'est considérable. C'est déjà extrêmement important. Alors, la question soulevée par Nasser, en particulier, c'est le problème de la réciprocité algérienne, c'est-à-dire la question de l'ouverture des archives des deux côtés de la Méditerranée. Et ça, c'est une vraie discussion qu'on pourra mener effectivement avec les autorités algériennes ou avec ceux qui sont censés faire l'autre rapport aussi, parce qu'il y aura sûrement, un autre type de rapport qui existera, qui sera, je ne sais pas ce qui sera d'ailleurs, sur le plan idéologique, de condamnation bien sûr du système colonial, j'imagine. Ça me paraît assez simple, assez évident. Mais le problème de la réciprocité, c'est-à-dire de pouvoir se comprendre l'un l'autre, c'est aussi de faire en sorte que, par exemple, les archives qui ont été numérisées par la France, j'en parle dans mon rapport, de la numérisation des archives, colossale. La France a numérisé énormément d'archives. Alors on peut effectivement, par le biais de la numérisation, faire des transferts d'archives, mais il y a aussi des négociations qu'on peut avoir sur les originaux d'archives. C'est évident, on peut effectivement restituer des originaux d'archives au terme de négociations. Donc, toutes ces questions-là, elles vont aller en marchant. Ou bien c'est un processus qui continue, ou bien ce sera des coups d'éclat et ça s'arrêtera. Et c'est ça, là, pour moi, la grande question. Mais c'est la commission, j'espère, qui verra le jour un jour, j'espère. Commission, à mon avis, qui ne peut pas être une commission composée de 35 historiens qui vont écrire l'histoire coloniale en 33 volumes. Parce que si c'est ça, c'est pas la peine. Civile. Vous êtes attaché à la société civile. Moi, je pense qu'il faut une commission assez restreinte, composée de personnalités suffisamment impliquées, bien sûr, mais qui n'ont pas pour objectif d'écrire l'histoire générale de la colonisation et de la guerre, mais qui a pour objectif de traiter précisément des questions pratiques. Par exemple, il y a une préconisation dans mon rapport qui est ceux des visas. La question des visas pour les chercheurs, des visas à entrée multiple, c'est-à-dire des gens qui peuvent, quand ils sont en Algérie, avoir la possibilité d'aller aux archives d'Aix-en-Provence, parce que c'est là qu'il y a les gros centres d'archives sur l'Algérie, c'est à Aix. Eh bien, c'est dans mes préconisations. C'est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est comment on peut faire débloquer aujourd'hui, de manière concrète, la question des visas. C'est une question simple. Alors, parmi les détracteurs de ce rapport, personne n'a relevé ces questions-là. C'est ça qui m'a choqué. Quand j'ai été surpris par les attaques extrêmement virulentes au démarrage de la publication, mais personne ne relevait, les propositions que je faisais sur les visas, sur la libre circulation, sur la réciprocité des archives, sur la numérisation des archives. Tout ça, ce sont des questions, mais vous imaginez pas ce que ça signifie. C'est des montagnes à soulever ces questions-là. Alors on peut se réfugier dans le confort paresseux de la dénonciation idéologique. Ça c'est très bien. Moi aussi, je peux faire un livre de dénonciation du colonialisme. Et j'écrirai pas mieux que ce qui a déjà été écrit par Aimé Césaire et Frantz Fanon. Franchement, ils ont écrit ce qu'il y a de mieux sur la dénonciation. Mais aujourd'hui, 60 ans après, notamment pour les jeunes générations, la question c'est comment on avance sur des questions comme celle-là. C'est comment on écrit l'histoire, comment on enseigne l'histoire. Justement, à propos d'histoire, on ne peut pas terminer cette émission on est à quelques jours de la commémoration des accords d'Évian. En France, plus de 400 lieux en France portent le nom des accords d'Évian. François Hollande, déjà à son époque, disait, est-ce qu'on peut honorer
les victimes de la même façon, puisqu'il y a eu cette guerre d'Algérie s'est terminée avec les accords d'Avian, donc que ce soit les militaires, les appelés, les maquisards, etc., etc. Ces accords dont les négociations ont été menées côté algérien par Karim Belkacem, assassiné ensuite par Ouari Boumedienne et son gouvernement. Est-ce que ces accords d'Évian, aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qu'ils incarnent, ces accords d'Évian, 60 ans après ? Les accords d'Évian, j'ai toujours considéré, de mon point de vue d'historien, que c'était un compromis politique. C'est pas, c'était pas un texte, c'est un texte très politique. C'est un texte de compromis politique. On en a fait ensuite un espèce de totem juridique. Ah, ça n'a pas été appliqué, page 32, ça n'a pas été respecté, page 12, etc. Ils sont caducs aujourd'hui, les accords d'Évian ? Mais ça veut rien dire, ça. Les accords d'Évian, pour moi, c'est une photographie à un moment déterminé d'un rapport de force politique entre les nationalistes algériens et l'État français. Voilà, c'est ça, les accords d'Évian. C'est-à-dire comment on peut faire pour arrêter la guerre, hein, et comment l'Algérie peut accéder à son indépendance. C'est tout, c'est ça les accords d'Évian. Maintenant, à partir de là, tout peut se renégocier, discuter, remettre en circulation, etc. Maintenant, il y a un aspect, il faut terminer là-dessus, c'est que cette date du 19 mars, elle est très combattue en France. Il y a énormément de municipalités d'extrême droite en particulier, cette année, qui ont décidé de débaptiser. Ouais. Parce que chacun y met ce qu'il veut dans le 19 mars. C'est un peu l'auberge espagnole. En fonction de là où vous êtes, vous y mettez... voilà. Oui, mais enfin, l'extrême droite, elle n'y met rien du tout. Elle dit il faut débaptiser. Elle y met la renonciation, quoi. C'est tout. Il faut enlever ça. Je veux dire, il faut enlever ça à Perpignan, il faut enlever ça à Béziers, il faut enlever ça, etc. Et il faut les remplacer par des gens qui ont été pour l'Algérie française, pour l'OAS, etc. C'est une bataille très dure, hein. C'est-à-dire qu'à la bataille traditionnelle du contenu des accords d'Évian vient se substituer une autre bataille, qui est celle, en fait, des remous autour de la question coloniale et de l'Algérie française. C'est-à-dire que le 19 mars, certains veulent abolir la date complètement. C'est-à-dire qu'elle n'existe plus, qu'elle soit rayée des commémorations, en disant on n'a pas à commémorer ça. Alors peut-être que toute cette histoire, Benjamin Stora, peut-être parce que vous avez été président du musée de l'immigration, toute cette histoire, malheureusement, on ne peut pas la mettre dans un musée, et vous avez fait cette proposition, notamment à Montpellier, de faire une maison, peut-être que ça va être d'actualité, que ce sera une des préconisations, en tout cas de la Commission Mémoire et Vérité, peut-être qu'on va voir arriver, moi personnellement, j'ai mis des années avant de mettre les pieds à la Porte Dorée au musée de l'immigration, parce que j'estimais que mon histoire n'était pas représentée, et pas représentée exclusivement du point de vue de l'immigration, donc peut-être que cette maison à Montpellier va voir le jour, et peut-être que pour reprendre encore une fois ces très belles phrases du discours de François Hollande en 2016, c'était alimenter la guerre des mémoires, c'est rester prisonnier du passé, et faire la paix des mémoires, c'est regarder vers l'avenir. Et peut-être que votre rapport, c'était surtout ça, c'est de regarder vers l'avenir. J'espère, bien entendu. Le maire de Montpellier est tout à fait d'accord pour avancer, reprendre le projet qui avait été abandonné. Ça, c'est très important. Vous avez signalé, bien sûr, le palais de la Porte Dorée. Il faut faire très attention que ce musée soit pas aussi un musée qui s'enferme dans une seule catégorie de défense des immigrés, mais que ce soit ouvert à toutes les immigrations ouvrières. Je tiens à ça, parce que ça a été mon combat, et que ce soit pas uniquement réservé à des gens, par exemple, je sais pas, originaires d'Afrique des Antilles, après originaires du Maghreb, après originaires de l'Europe, etc. C'est un tout pour moi. La question de l'immigration, c'est une sorte, disons, de convergence de personnes qui ont été fondamentalement ceux qui ont fabriqué physiquement la France, c'est-à-dire les ouvriers. La question, pour moi, la question sociale est pas à négliger dans cette dimension de l'histoire de l'immigration. Il faut faire très attention à ne pas aussi ethniciser l'histoire de l'immigration, parce que l'immigration algérienne en France, pendant très longtemps, c'était une immigration ouvrière. Il ne faudra jamais l'oublier. Merci Benjamin Stora. Oui. D'une même voix, Nasser Kettane et moi-même. Merci Benjamin Stora, parce que ce livre est essentiel. Il porte notre histoire commune, les passions douloureuses, elles le sont, mais elles sont à lire. Et formidable, merci, formidable émission. On ne peut pas arrêter de vous écouter. Et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur notre antenne. Merci Benjamin. Merci.